Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, l'onde de choc de la révolution cubaine. On va voir la contagion du mythe révolutionnaire, les guérillas latino-américaines. On va parler du Nicaragua et ça va faire une très jolie vidéo. Alors, c'est parti! Alors, la contagion du mythe révolutionnaire. Il y a déjà la dimension mythique de la révolution cubaine. C'est la première révolution socialiste à avoir réussi en Amérique latine. Même si elle n'était pas socialiste au départ, mais ça, on n'en a rien à faire. Quand on mystifie quelque chose, les détails, on s'assoit dessus. Déjà, il va y avoir de gros succès pour Cuba, parce qu'on va augmenter le niveau de la santé et de l'éducation. Ça va avoir un fort impact sur les gauches européennes. Ça va vraiment... même redonner un second souffle au communisme qui avait pris quand même une sacrée balle dans le genou avec l'insurrection à Budapest et le printemps de Prague. Quand tu vois le communisme à la Roscoff et que tu vois le communisme à Cuba, tu fais « Ah tiens, Cuba c'est plus propre des fesses ». Voilà. Il y a la figure de Che Guevara qui est mystique, même sa mort en 67 est quand même un grand événement. Et il va y avoir les photos de son cadavre qui vont circuler, ça va être très important. Il va théoriser la guérilla dans la guerre des guérillas en 1960 avec une stratégie du foco, le focisme, les foyers, foco, le foyer. La révolution part d'un foyer insurrectionnel à partir duquel il se propage. La révolution se fait en 3 temps. Les forces populaires peuvent gagner une guerre contre l'armée régulière. Bon, à Cuba, c'était pas une victoire militaire, mais on n'en a rien à faire. Implanter une révolution, même là où les conditions ne sont pas favorables. Impulser le ralliement. Et dans l'Amérique sous-développée, c'est un terrain fondamental de lutte armée dont doit être la campagne. Alors, on a la guérilla et les luttes pour l'indépendance. En phase avec les mouvements des luttes pour l'indépendance, 1955, c'est la conférence de Bandung, la création du premier groupe tiers-mondiste. 61, la conférence de Belgrade, à l'initiative de Tito, un mouvement des non-alignés. Pas de position, on ne suit ni les États-Unis, ni l'URSS. L'idée, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Le Cuba, Mexique, le Pérou, l'Argentine appartiennent au mouvement des non-alignés. Mais dès 1966, il y a la conférence tricontinentale à La Havane. Le but est de prendre le flambeau du mouvement tiers-mondiste, avec une petite réorientation, mais voilà, on prend en tête le mouvement. Il y a un contexte latino-américain favorable aussi. La théorie de la dépendance, la crise économique des années 60-70, avec une démographie en hausse, une urbanisation rapide, une productivité faible, un chômage qui augmente. Les pays pauvres sont sous dépendance de l'argent, des valeurs culturelles des pays riches. Cette dépendance est comprise comme conséquence du colonialisme. La solution est de nationaliser les entreprises, de reprendre le contrôle des richesses et accroître le rôle de l'État pour être moins dépendant. Ça va avec l'idée de l'aide au développement. Besoin des étrangers. Et là, ça, c'est problématique. On a besoin des autres pour s'en sortir. Donc là, il faut qu'on reprenne en main notre situation pour y arriver. Il y a la théologie de la libération, dont le pape François était un des apôtres. Le pendant religieux et moral de la théorie de la dépendance. Il prône l'implication de l'Église dans la vie sociale pour les plus pauvres. Une idée de libération de toute forme de servitude. Le courant religieux, au départ, s'apparente au marxisme, plus le principe des luttes de classe. Il y a beaucoup de prêtres qui vont rejoindre ce mouvement, par exemple, au Brésil. Les guérillas latino-américaines. Alors déjà, il va y avoir peut-être un échec des guérillas rurales, Bolivie, Colombie, Venezuela, Pérou, Nicaragua. Le Che va quitter Cuba en 65 pour créer de nouveaux Vietnam. Il va même aller au Congo belge, il va y rester un an, mais ça va être un échec. Il part en Bolivie, il crée en 66 un foyer révolutionnaire. La Bolivie est un pays assez rural, indien, pauvre. Le terrain est propice au développement d'une guérilla. Mais la guérilla rurale s'épuise, ne lève pas les foules. Harcelé par les armées boliviennes qui sont appuyées par les États-Unis, qui vont traquer le Che. Le Che est capturé le 8 octobre et exécuté le lendemain par l'armée bolivienne sous l'ordre de la CIA. 30 ans plus tard, son corps a été rapatrié à Cuba. Dans les années 60, il y a la montée des guérillas. Les FARC en Colombie. Au Pérou, c'est la guérilla des Sentiers Lumineux qui naît dans les années 60. Les Monteneros sont créés dans les années 70. En Uruguay, on a les Tupameros. Alors que l'Uruguay est décrit comme la Suisse de l'Amérique latine, donc un pays assez développé. Mais il y a un système politique dominé par le bipartisme, une industrialisation précoce et une législation sociale. Donc voilà, il est créé en 62 par des étudiants en droit, blancs. Les Tupameros se définissent comme des gens utilisant la violence pour combattre la confiscation du pouvoir par l'État et les policiers. Mais le problème, c'est que ça va pas très bien marcher.
et il va y avoir un échec de ce mouvement. Le Nicaragua, un second Cuba, on pourrait se poser la question. Le contexte à la cubaine, la dynastie des Somoza est au pouvoir et s'appuie sur la garde nationale qui considère le Nicaragua comme une propriété privée. La famille Somoza possède le tiers des terres cultivables. Ils sont anticommunistes et à la solde des États-Unis. Il y a un tremblement de terre en 1972, dévastateur, et se met en place une révolution armée. Le FSLN, le Front Sandiniste de Libération Nationale, créé en 1962. Le but est de faire tomber le dictateur. Ils vont y arriver. Et il va y avoir même une guerre qui va faire 35 000 morts. Daniel Ortega prend la tête du pays après la guerre et ne fait pas d'alliance marxiste-révolutionnaire bourgeois réformiste. Il met en place une réforme agraire, une campagne d'alphabétisation, il est élu président de la République et il a le soutien financier et militaire de l'Union soviétique. Mais la différence, c'est que les anti-FSLN s'organisent avec l'aide des États-Unis, et puis il va y avoir un gros embargo, mais il va y avoir quand même une pacification du pays, ça va durer moins longtemps, il va y avoir un désarmement des groupes rebelles, c'est pas un second Cuba car les dirigeants des États-Unis ont fait prévaloir leur vue. Il y a un renversement du FSLN. L'autre tendance, c'est l'intervention des États dans la religion. Et toutes ces guérillas sont nationalistes et anti-impérialistes. En conclusion, la révolution de Cuba, elle a marché. Donc ça a donné des idées à d'autres mouvements. Problème, c'est que ça ne s'est pas toujours passé comme il était prévu, que les États-Unis ont une stratégie différente et complexe par rapport à chaque pays, et que la majorité du temps, ça n'a pas très bien passé, et que le Nicaragua est difficilement comparable à Cuba. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!